Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 253e épisode le 30 novembre 2021. Et tout va bien, vraiment, tout va bien. On fait face à une nouvelle vague épidémique de Covid-19, ainsi qu'à un nouveau variant au nom flippant, Omicron. Ça fait un peu nom de méchant dans les films d'ailleurs, qui propulse justement une crypto-monnaie du même nom. Et d'ailleurs, à ce sujet, la planète continue à être ravagée de manière habituelle, mais aussi aggravée par le minage de crypto-monnaies. Même Mr. Gox, le hamster trader de crypto-monnaies dont on vous avait précédemment parlé, a rendu l'âme, si c'est pas le signe avant-coureur de la fin des temps. On fait un petit seconde de silence. Pour militer exactement. Paix à son âme, paix à son âme. Face à cela, les alternatives sont, tiens-toi bien, enthousiasmantes. T'imagines un peu, Jeff Bezos dessine un avenir proche où on pourrait venir sur Terre pour faire du tourisme en vacances parce qu'elle sera interdite de séjour. Il faudra alors vivre dans l'espace. Enfin bon, si on y arrive, Elon Musk lui-même fait face à des difficultés techniques chez SpaceX. Tenez-vous bien, il indique lui-même risquer la faillite s'il n'arrive pas à faire voler ses appareils au moins une fois toutes les 2 semaines en 2022. Et puis une autre possibilité pour l'humanité, et l'un n'empêche pas l'autre, serait qu'on se réfugie dans le métavers dont on vous parle depuis quelques épisodes maintenant. Une réalité parallèle et complémentaire à la nôtre, propulsée par Meta, le nouveau Facebook, ou propulsée peut-être par d'autres acteurs. Ils sont en effet nombreux à se porter candidat. Erta, le goût des bonnes choses, Adidas, Sandbox. Ils nous dessinent un avenir alternatif où on ne perdrait pas nos repères essentiels, comme par exemple le coût de l'immobilier particulièrement conséquent. Mais alors, dans un tel contexte, on va une fois de plus vous apporter de l'éclairage, mais aussi, on l'espère, un bon moment en notre compagnie. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour être sûr de passer un bon moment, je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que Joséphine Baker est à l'histoire de la résistance de la France, après tout. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiastala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va, je ne sais pas trop quoi répondre à cette comparaison. À cette analogie, c'est vrai, c'est risqué. On va prendre le côté sexy, allez. Oui, ben voilà, le côté artistique remarquable, mais effectivement, alors non, j'ai appris moi que c'était une figure de la résistance très investie, je savais pas du tout. En tout cas, voilà, cette intro se voulait peut-être un petit peu désespérante et pas forcément enthousiaste, mais on va vous remonter le moral, vous allez voir. Au passage, avant qu'on vous relaie les news de cet épisode, merci Dave VKB d'avoir laissé 5 étoiles sur Apple Podcast. Il a dit: découvert il y a un mois, j'ai tout de suite accroché à ce podcast. Chaque semaine, je suis impatient de découvrir le nouvel épisode de ce podcast. Merci pour votre boulot, les deux Guillaume. Et vous aussi, faites savoir ce que vous pensez de Tech Café dans les apps de podcast. Et puis, si l'émission vous plaît, vous le savez maintenant, vous divertit, vous informe, retirez la pub, abonnez-vous à Tech Café dans sa version privée en vous rendant sur patreon.com/techcafé. Ça nous aide évidemment à rémunérer notre travail, nous équiper, nous garantir la régularité et la pérennité du podcast. Toutes les infos donc sont sur patreon.com/techcafé. Et mention spéciale pour Mathieu Fries. Il y a décidément beaucoup de Mathieu parmi les patriotes. Ça doit être comme les Guillaume, tiens, un prénom de personne de qualité. Mathieu, à qui on dédie tout particulièrement cet épisode parce qu'il a décidé de rejoindre tous les autres soutiens. Et puis, allez, avant encore une fois qu'on aborde nos news, comme nous enregistrons aujourd'hui le 30 novembre à l'occasion du Giving Tuesday, j'ai décidé de vous donner une incitation supplémentaire à nous rejoindre sur Patreon. Attends, mais c'est la semaine où chaque jour on a des noms particuliers, quoi. C'est pas, il y a Thanksgiving, il y a Black Friday, il y a Giving Tuesday, il y a Cyber Monday. Non, mais c'est quoi, c'est... Il y a des trucs tous les jours. Écoute, aujourd'hui, c'est Giving Tuesday. En fait, je pensais que c'était la Giving Week l'autre jour. Bon, écoute, c'est Giving Tuesday, donc il faut inciter à donner. Alors, bon, écoute, justement, moi, ce que je vais faire, c'est que pour chaque nouvel inscrit à notre page Patreon avant le 31/12/2021, je ferai, tenez-vous bien, un don à une association, alors hors parti politique, s'il vous plaît, mais de votre choix, d'un montant, tenez-vous bien, de 30 €. Parce qu'en fait, il me reste depuis janvier, Guillaume, des deniers issus d'un investissement un peu idiot sur le Dogecoin ou le Dogcoin. Et je les ai toujours, j'ai toujours un reliquat de ces gains. Et j'ai décidé de clôturer l'année en ayant évacué ces bénéfices, en les ayant remis en investissement dans des associations. Alors voilà, sachez, si jamais vous vous inscrivez sur Patreon pour soutenir Tech Café, je verserai 30 € à une asso que vous me désignerez, et ce qui contribuera à ce Giving Tuesday. Mais oui,
t'as raison, il y a des événements tous les jours. Il y a des événements tous les jours de l'année. Il y a la journée de la barbe, il y a la journée peut-être sans le smartphone, forcément, journée du vélo, bref. Sans autre forme de procès, on aborde nos news d'abord à chaud. On a quelques news toutes récentes qui sont tombées. À commencer par un sujet de rachat qu'on avait abordé, il y a de ça un an, au moment où c'était arrivé. C'était le rachat de Jiffy, qui n'est pas l'enseigne des produits de génie, mais vraiment la plateforme où vous pouvez aller trouver plein de petits gifs animés qui sont souvent imbriqués dans nos appareils, dans nos réseaux sociaux. Et Jiffy avait été racheté par Facebook, qui voulait prendre la main sur toute la donnée qui pouvait être apportée par ce service qui était pas mal utilisé. Et c'est le régulateur britannique, là, l'autorité de la concurrence britannique, qui s'est exprimé en défaveur de ce rachat, qui dit même que Facebook, pour régler les problèmes que ça pose, devrait même revendre Jiffy. Principalement, il y a des problèmes a priori de concurrence, puisque en s'appropriant Jiffy, ça pourrait empêcher d'autres plateformes de se développer. Alors, je trouve que l'argument est un petit peu léger, mais bon. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ce spectre de démantèlement avec des gros guillemets de Jiffy versus Meta que pointe du doigt l'autorité de la concurrence britannique? Il faut quand même pas déconner, quoi. Les gifs animés, c'est sérieux, hein. Donc quand un mec se dit je vais avoir tous les gifs, enfin la moitié des gifs animés de la planète, puisque Jiffy c'est pas, je sais pas s'ils ont le monopole, mais pas loin quand même, hein. C'est les premiers a priori, en audience. Il y a un autre service qui a été acheté par Google, mais c'est le principal. Donc globalement, ça veut dire que tu t'arroges le pouvoir sur le gif, sur la moitié des gifs animés mondiaux. C'est inacceptable. Je suis absolument d'accord. Donc oui, ça serait une première, hein. Si le gendarme de la concurrence annule l'acquisition, ce serait une vraie première. C'est une acquisition à 400 millions quand même, hein. Donc c'était pas petit. Et ouais, tu as raison de rappeler le montant. Je l'avais plus en tête. C'est dingue. Ce serait un précédent très intéressant. Bon, c'est pas fait, hein, encore, c'est pointé du doigt, mais c'est pas une décision, c'est une injonction, on va dire, de l'autorité de la concurrence britannique. Alors écoute, c'est le spectre du démantèlement qui plane sur les réseaux sociaux, et est-ce que ça aurait motivé, va savoir, Jack Dorsey, puisque ce sera notre deuxième news à chaud, c'est arrivé hier, au moment où on enregistre. Donc Jack Dorsey, le CEO de Twitter, a démissionné, ni plus ni moins. Alignement des planètes, selon lui, dans la communication qu'il a diffusée, évidemment en interne, mais qui a été répercutée en externe, pour dire que y a désormais quelqu'un qui est bon pour être CEO. Désormais, c'est l'ancien CTO, donc on va dire le grand responsable technique de Twitter, qui reprend la place de Jack Dorsey à la tête de Twitter. Il positionne Jack Dorsey le fait que Twitter est désormais suffisamment mûr pour vivre de ses propres ailes. Est-ce que le spectre du démantèlement planerait pas au-dessus des têtes de nos CEO de grands GAFAM? Il y a Jeff Bezos, hein, déjà, qui a rendu une partie de son tablier. Et Guillaume, est-ce que tu penses que ça a pu motiver cette décision, ou est-ce que tout simplement tu penses qu'il en a ras la casquette de CEO? Franchement, non, parce que Twitter, il est pas dans les GAFA, donc ni dans les GAFA. C'est vrai, exact. Et je pense que Twitter, il a pas des masses de soucis à se faire de ce côté-là. Il est monopolistique nulle part. Non, il s'en va de son poste, Jack. Finalement, c'est lui qui part, alors que tu te souviens qu'à un moment, on avait même peur qu'il se fasse lourder par ses investisseurs. Ouais, c'est vrai, on l'avait mentionné, effectivement. Peur, bon. Peur, tout, c'est relatif. Enfin bon, donc on avait parlé, c'était une possibilité. Donc il s'en va en laissant les rênes à Parag Agrawal, qui est un ingénieur docteur de Stanford. Il a 10 ans de boîte, hein, c'était donc le CTO. Et Parag, lui, a pas forcément annoncé de changement de cap majeur, mais c'est un mec très technique, très impliqué dans le déploiement de solutions d'apprentissage machine sur la plateforme. Donc maintenant qu'il est CEO, je suppose qu'on peut s'attendre à voir encore plus d'IA, encore plus de machine learning là-dessus. Ce qui est à double tranchant d'ailleurs, parce que Facebook est à fond dedans, hein, dans les machine learning, l'intelligence artificielle, tout ça, pour tous ces algos de recommandation en particulier. Et on voit que ça n'a pas que des avantages, mais bon, voilà, au moins Twitter a un exemple de ce qu'il faut pas faire. Alors la démission de Dorsey, franchement, c'est vrai que c'est une surprise, mais c'est pas une très grosse surprise. C'est pas comme si Zuckerberg démissionnait, tu vois, par exemple. Oui, ça, on n'est pas au même niveau. Dorsey paraissait parfois pas super concerné par Twitter, hein, ça lui a été reproché souvent. Et on sait aussi qu'il a ses propres dadas, hein, la finance décentralisée, les cryptos, il aime beaucoup les cryptos, les applications décentralisées aussi. Donc c'est des dadas auxquels il va pouvoir se consacrer pleinement, à fond, parce qu'en plus, c'est quand même à fond la mode. Et il faut pas oublier qu'il est méga riche, hein, il pèse presque 12 milliards. Donc, il a de quoi lancer une tétrachier de start-up à base de tokens et de trucs à vendre sur des blockchains diverses et variées, ça va être formidable.
Ouais, moi, ce que j'entreaperçois, c'est qu'on aura peut-être moins le même engouement, on va savoir, mais moins le même engouement pour Twitter, la plateforme, pour intégrer des concepts de crypto-monnaies divers et variés. Bon, quoique, c'est peut-être pas forcément Jack qui était le seul moteur derrière ce sujet. On verra ce qu'il en arrive. Sans autre forme de procès, on aborde d'autres news, à commencer par, comme je le disais en intro, ce qui se passe autour de la crypto-monnaie, mais surtout des impacts pour la planète en matière de minage de crypto-monnaie. Tout cela se concentrait dans une bonne part en Chine il y a de ça encore quelques mois. La Chine a dit non. Conséquence, Guillaume? Oui, on se croirait presque en 2018 en ce moment. 2018, un autre monde, n'est-ce pas? Un monde sans masque, un monde où Doctolib était pas le site le plus fréquenté en Black Friday, tu sais? C'est vrai. Un monde où variant Omicron, ce serait une phrase entendue dans Futurama, tu vois, pas dans la vraie vie. Parce que, je sais pas, virus Omicron, ça fait pas sérieux, faut pas déconner. Mais bon, bref, donc même si le monde a basculé, il reste des constantes, tu vois. Les cryptos sont toujours là, le piratage de comptes Google Cloud pour miner gratos aussi. Parce que Google a révélé un échantillon d'une 50aine de détournements de machines virtuelles, et dernièrement, c'était dans 86% des cas, un mineur de crypto était téléchargé dans les 22 secondes suivant le piratage. Et le temps, c'est de l'argent, qu'est-ce que tu veux? Alors le truc, c'est que justement, ça peut être le vôtre, de temps et d'argent. La plupart de ces détournements l'ont été sur des comptes mal sécurisés avec des mots de passe faibles, genre 1, 2, 3, 4, 5 ou QWERTY. Donc certaines choses ne changent pas, qu'est-ce que tu veux, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui changent quand même, beaucoup, on l'a bien vu. Et par exemple, le minage de Bitcoin. Donc il a viré de Chine, et il va emmerder ailleurs, en consommant un max de courant sur des infrastructures qui peuvent plus ou moins bien l'encaisser, comme au Kazakhstan, où la demande d'électricité a monté de 8% en un an. En fait, Alors pourquoi le Kazakhstan? Le Kazakhstan, parce que c'est pas très loin, et puis parce que c'est pas très cher. En fait, l'électricité est très peu chère. Donc, c'est à tel point que le pays a dû demander une rallonge à son partenaire russe RAO, en prévision des mois d'hiver, qui s'annoncent compliqués, puisque la grille kazakh a subi déjà des blackouts, en particulier dans le sud, à tel point que les mineurs refluent de cette région. Alors le gouvernement veut faire payer les grosses fermes et organiser comme en Iran, en fait, un système de mineurs officiels enregistrés, par opposition aux mineurs gris, entre guillemets, qui seraient eux plus ou moins interdits. Bon, pas sûr que le système suffise à réguler l'offre et la demande électrique, suffisamment en tout cas pour éviter les soucis, en particulier en période hivernale, puisque c'est là que c'est une préoccupation qui va devenir critique probablement au Kazakhstan et aussi au Texas très bientôt, parce que on se souvient, dès cet hiver d'ailleurs, ça va devenir une grosse interrogation, parce que cette année et toutes les années qui suivent, puisque tu sais que le Texas a subi un blackout catastrophique l'an dernier. Et en plus de ça, il veut devenir l'Eldorado du minage de Bitcoin aux États-Unis. Et dans le monde, pourquoi pas. Donc il veut capter 20% du minage mondial. Si ça arrive, la demande d'électricité des mineurs va être multipliée par 5 d'ici 2023 pour arriver autour des 6000 MW. Donc les Texans, ils sont un petit peu inquiets, étant donné que la grille actuelle peut difficilement être améliorée. Et d'ailleurs, l'État ne fait aucune proposition en ce sens, c'est un véritable comble, puisque les mineurs eux-mêmes, en fait, s'intéressent plus à la stabilité de la grille que l'État. Bon, moi je serais texan, j'investirais dans une bonne cheminée, une mini-ferme solaire dans mon jardin. Bon, voilà, parce que ça risque de tanguer. Bon, vous remarquez que j'ai pas évoqué plus que ça l'aspect écologique de tout ça, parce que visiblement tout le monde s'en fout, et que ça me fatigue, je suis fatigué, voilà. Bon. C'est quelque chose d'acquis, en fait, il faut réécouter les précédents épisodes, on va pas répéter non plus à vitam aeternam. Donc, enfin, je dis ça, mais il y a quand même des gens pour râler, heureusement, parce qu'ici en Europe aussi, il y a des mineurs qui sont venus, et ils vont là où l'électricité est pas chère. Donc il y en a en Suède, et en plus c'est une électricité qui est pratiquement décarbonée en Suède. Et c'est le boom là-bas, donc le minage suédois consomme autant que 200 000 maisons. Donc c'est une ville de bonne taille, et c'est qu'un début. Et la Suède, c'est pas un pays très peuplé, donc une consommation énergétique équivalente à celle de 500 000 habitants par là, ça passe pas inaperçu, décarboné ou pas. Et parce que on est quand même à un moment où on clame sur tous les toits qu'il faut être plus sobre, qu'on doit serrer la ceinture, réduire notre consommation pour limiter la casse climatique, qui nous arrive sur la tronche, donc c'est pas très raisonnable. Et donc c'est ce que disent en gros les directeurs de l'agence de supervision financière et celui de l'agence de protection de l'environnement de Suède. Voilà, ils militent pour interdire purement et simplement les minages de crypto à preuve de travail dans toute l'Union européenne. Et comme vous vous en doutez, j'applaudis dès demain, des deux pieds, voilà, je veux immigrer en Suède et me faire naturaliser. C'est tout. Je suis en train de regarder les prix de l'immobilier à Stockholm,
Et je vais peut-être attendre un petit peu d'ailleurs, ou longtemps, parce que bon. Et est-ce que le climat te conviendrait? C'est ça aussi la vraie question. Le climat, c'est moins un problème que les prix de l'immobilier à Stockholm, hein, je te le dis. Parce que... Ah oui, c'est probablement vrai. Effectivement. Tu supporterais plus le froid que le prix de l'immobilier à Stockholm. Je crois. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas. Finalement, ce qui est assez marrant quand on suit ces news semaine après semaine, c'est qu'on se rend compte qu'il y a finalement pas de grande nouveauté. C'est juste un approfondissement régulier de ce qui est déjà souligné. Et malheureusement, le regard envers la planète reste un petit peu le même. Bon, écoute, peut-être qu'on se sauvera dans le métaverse, Guillaume, parce qu'il faut là maintenant tout de suite rapidement se positionner. Enfin, il faut être parmi les premiers à dessiner le métaverse de demain. Et oui, c'est exactement ça. Il faut prendre ces lopins de terrain et virtuels un petit peu partout pour pouvoir y mettre ses marques, ses affiches, ses pubs. Et oui, tu connais les règles d'or de l'immobilier, en plus. Hein. Il y a 3 choses fondamentales qui donnent de la valeur à un bien. D'abord l'emplacement, après il y a l'emplacement, et pour finir, il y a l'emplacement. Encore que l'emplacement aussi soit important, donc il faut pas l'oublier. Et c'est une règle qui s'applique même aux biens qui sont littéralement situés nulle part. Alors, on va faire une petite recette pratique dans cette news, finalement. C'est comment faire rapidement du pognon en 2021. Ah, attends, je prends mon stylo, mon carnet. Vas-y, alors, je t'écoute. D'abord, il faut créer une plateforme avec un système comme Second Life, Roblox ou Minecraft, ou même Civilisation, mais qui soit complètement vide de contenu. Ensuite, tu laisses tes utilisateurs créer le contenu pour toi, mais attention, il faut les faire payer pour. Alors évidemment, ça marcherait pas si tu mets pas tous les bons mots. Hein, c'est comme partout, c'est comme un amour, il faut trouver les bons mots au bon moment. Et en ce moment, les bons mots, c'est décentralisé, Web3, NFT. Il faut faire payer ça dans une crypto qui repose sur une blockchain mainstream, hein, Ethereum, c'est très bien. Donc par exemple, Decentraland, le Second Life où vous achetez des terrains virtuels pour y mettre des trucs en low poly, assez moche d'ailleurs, et où Token vient d'investir 2,1 millions d'euros pour 116 parcelles, qu'il va sans doute revendre à quiconque veut avoir pignon sur rue virtuelle. Ou alors il y a The Sandbox, qui est une sorte de Roblox en voxel, hein, qui intéresse particulièrement Adidas, lequel va aussi faire un partenariat avec Coinbase, voilà, pour faire bonne mesure. Enfin, celui qui m'a fait le plus rigoler, évidemment, c'est Erta. Et oui, Erta. Ça se prononce vraiment Erta. Enfin, je suppose, ou alors un truc imbitable. On a envie de le prononcer Erta. Erta. En tous les cas, le H, évidemment, est pas au bon endroit. Il est pas devant, mais il est après le T. Ouais. En tous les cas, Erta, on va l'appeler comme ça parce que c'est trop bon. Ah oui, c'est trop drôle. Il nous propose un plaisir des choses simples. Lui aussi, puisqu'il se décrit à la fois comme une expérience sociale et comme un MMO de stratégie à l'échelle de la planète. Vous pouvez acheter des territoires et avoir le NFT qui le prouve écrit dans une blockchain, alors probablement Ethereum, c'est le cas de Sandbox par exemple, c'est sur Ethereum. Je vais pas revenir dessus, énergie, écologie, gna 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 gna, comme vous le constatez, tout le monde s'en tape et je suis fatigué. Tous ces projets sont-ils incroyablement innovants ? En fait, c'est ça la vraie question. J'ai bon. Finalement. Alors, Decentraland, j'ai testé, hein, c'est un Second Life dans le navigateur qui rame pas mal d'ailleurs. Okay. Bon, franchement. Sandbox, un Roblox avec des graphismes voxels plutôt mignons, j'avoue que je suis assez séduit par l'aspect graphique. Les images me paraissaient un peu plus travaillées, effectivement. Ouais, c'est assez sympa, où les gens peuvent créer, être rémunérés pour absolument tout ce qu'ils font, donc un peu comme Roblox en fait, parce que Roblox c'est un petit peu le principe quand même aussi. Donc la seule innovation, une innovation, c'est le caractère ultra transactionnel de tous ces projets. C'est parce que c'est marrant à quel point l'accent est mis sur le fait que tout s'achète et tout se vend, absolument tout. Sur Sandbox, c'est tragique presque. Les objets, les endroits, les jeux, les avatars, les comportements, même les noms, tout se vend. Tout se vend. Sur Minecraft, si tu veux t'appeler Tyrion Lannister, il suffit que tu sois le premier à le proposer. Là, non, si tu payes, tu peux l'avoir, ou bien tu peux juste le revendre plus cher à un gogo qui mettra 1000$ pour ça. C'est bien simple, hein. Le site web de Sandbox ressemble plus à une bourse qu'à un site de jeu, presque. Et évidemment, tout est en NFT. Bon, perso, je trouve ce caractère ultra commercial et ultra capitaliste, en fait, pas super attractif, mais bon. Le problème que j'ai finalement avec ces trucs-là, parce que finalement Sandbox ça a l'air marrant, hein, à jouer comme ça a l'air mignon, pourquoi pas. Mais j'avoue quand même que j'ai beaucoup de mal à voir quelle est la valeur ajoutée de la blockchain à tout ça, parce que si les NFT qui correspondent aux objets de Sandbox sont sur une blockchain décentralisée, c'est pas le cas de Sandbox lui-même, le jeu. Tu vois, tu peux pas sur Ethereum, c'est pas possible de faire tourner un jeu 3D comme Sandbox, c'est pas fait pour ça, tu vois. Les assets sont stockés en WebFS, et les NFT correspondant au titre de propriété des assets se retrouvent sur Ethereum. Donc c'est toujours le même problème, la blockchain ne stocke pas des données, elle stocke des métadonnées. Et donc, à quoi servent les métadonnées quand les données disparaissent ? Ou qu'elles sont inutiles parce que la plateforme qui les utilise, elle disparaît. Parce que Sandbox, ça reste une appli normale.
Une appli avec des serveurs normaux, un jeu multijoueur, comme il y en a tant d'autres. Donc en admettant que Sandbox ferme, ce qui a autant de chances que d'arriver à n'importe quel autre jeu en ligne, le NFT de ton perso, oui, il va perdurer dans Ethereum, enfin je veux dire, le NFT qui dit que tel perso appartient à telle wallet. Mais et alors, on en fait quoi si un Sandbox ferme? D'ailleurs, même si vos assets sont stockés en WebFS, la pérennité n'est pas assurée à 100% pour autant, hein, parce que c'est comme un torrent en fait. Il faut qu'il y ait au moins une source quelque part. Et si tout le monde se désintéresse de Sandbox, ma foi, ciao. Et donc pour Decentraland comme pour Sandbox, ce sont fondamentalement des jeux en ligne normaux. C'est Decentraland comme machin, hein, comme comment il s'appelle, comme Second Life, hein, mais ils utilisent la blockchain comme une base de données. Ok, mais quel est l'intérêt de conserver la base de données si le jeu n'existe plus? Parce que bon, il va y avoir de la sélection, je veux dire, une sélection naturelle dans ces trucs-là, tous les projets vont pas aboutir, ni même survivre pendant 10 ans. Il n'y a pas de miracle. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser Ethereum plutôt que MySQL? Je vois pas vraiment en fait, on compte sur quoi? Je veux dire, ok, les métadonnées du jeu existent toujours dans Ethereum, et après quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'un autre jeu reprenne les mêmes plus tard? Les mêmes standards? Revalide tout ça? Allez chercher sur Ethereum tous les trucs? C'est pas un peu douteux? Admettons que Sandbox meurt d'ici 3 ans. Parce que je lui souhaite pas particulièrement, mais admettons. Est-ce qu'un éditeur aurait le moindre intérêt à ressusciter la plateforme décédée en puisant sur la blockchain et déterrer le titre de propriété, ton titre de propriété du plot XY gna ton épée ou je sais pas quoi? Faut peut-être pas trop y compter, quoi, hein. Je sais pas, votre propriété sur Sandbox aura la longévité de Sandbox, pas celle d'Ethereum. Du coup, il me semble que tout ça aurait parfaitement pu être réalisé plus efficacement avec des bases de données normales. Mais bon. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est en 2021, donc NFT, Web3, token, ERC, Ethereum, et puis OSEF. Je comprends pas non plus dans quelle mesure est-ce qu'une proposition de valeur dans laquelle finalement tout s'achète, comme tu le décris, peut représenter une forme d'idéal. Je trouve que la technologie telle qu'elle a été amenée aujourd'hui pour l'humanité a toujours proposé, sans forcément y parvenir d'ailleurs, mais d'apporter des solutions à des frustrations de la réalité. Et là, on a l'impression qu'on se rajoute des frustrations à des choses qui n'existent pas. Alors c'est deux problèmes différents, parce que le fait qu'on utilise la blockchain alors qu'on pourrait très bien utiliser une base de données finalement. C'est vrai, oui. C'est deux choses le fait que tout soit complètement transactionnel et qu'on encourage la spéculation de manière plus ou moins directement, hein, faut quand même le dire, c'est la spéculation, elle fait partie du jeu en vrai. Et moi, j'aime pas trop ça du tout. Voilà, moi, ça m'attire absolument pas. Ce truc de tout s'achète, tout se vend, parce que en fait, vous créez quelque chose, vous le vendez, c'est cool, après tout, pourquoi pas. Là, il y a quand même un côté, oui, vous achetez, vous pouvez revendre, il y a un côté vraiment. Bref, je trouve que c'est un côté ce côté spéculatif m'attire vraiment pas du tout. Après, c'est différent du fait que pour moi, effectivement, la longévité de Sandbox, elle est pas liée à celle d'Ethereum, quoi. Donc je comprends pas trop, mais bon. En plus, cette volonté de tout acheter, de tout vendre, n'a pas de lien direct avec l'environnement ludique. Je reprends par exemple World of Warcraft, dans lequel j'ai passé suffisamment de temps. Dans l'hôtel des ventes de World of Warcraft, t'as une place de marché interne au jeu où tu peux vendre tes produits. Alors, on s'entend bien, c'est à l'intérieur du jeu. On sort pas du jeu. C'est évidemment, bien sûr, pas inscrit sur de la blockchain. C'est pas des NFT. Il y a pas ce même caractère d'authenticité, d'unicité. Mais il y a ce côté quand même transactionnel d'acheter, de vendre des objets rares en échange d'argent dans le jeu, mais qui reflète quelque part une des activités que peuvent avoir les personnages après se taper sur la gueule et envoyer des sortilèges et explorer des zones, quoi. Donc moi je trouve que cet aspect de marchandisation à l'intérieur du jeu est hyper intéressant. Ce qui est un peu plus décevant, c'est quand ça sortait au travers de farmers chinois qui vendaient en échange de vrai argent de l'argent virtuel dans le jeu. Je pense que ça existe toujours, je sais pas dans quelle mesure. Tout existe toujours. Enfin, je veux dire, qu'il y ait une économie en jeu, ça existe depuis Ultima Online. Donc vraiment, c'est rien de nouveau. Qu'on achète des items virtuels avec de l'argent réel, ça se fait depuis des décennies. C'est pareil, c'est absolument rien de nouveau. Que ça soit qu'il y ait des dérives et que ce soit un problème, c'est pas non plus nouveau. D'ailleurs. Enfin, je veux dire, tu parles des farmers chinois, mais effectivement, c'est un travers. Et ça existe toujours, les farmers chinois. Enfin, c'est plus... Je me demandais justement, mais j'imagine, je vois pas pourquoi ça se serait le farming sur jeux vidéo, t'inquiète pas que ça existe toujours. Malheureusement. J'ai essayé de me projeter comme on est en fin d'année aussi pour clore un petit peu une aspect de ce sujet-là. Tu vois, justement, on est en fin d'année, parfois on s'amuse à faire des prévisions de l'année à venir, parfois on s'y risque pas trop.
Tu penses quoi de ces plateformes dans un an? Est-ce que tu penses que la hype, clairement, elle va retomber d'ici quelques mois? Enfin, et quand je dis la hype, c'est l'intérêt sur ces quelques plateformes. Est-ce qu'elles sont d'ailleurs très prisées? Parce que là, tu es en train de décrire des mécanismes, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on sait dans quelle mesure ça fonctionne, ces plateformes? The Sandbox, il va entrer en alpha, je crois. Decentraland, c'est déjà utilisable. Bon, honnêtement, dans le cas de Decentraland, franchement, je vois pas trop de valeur ajoutée parce que c'est pas très joli, c'est du low poly, je dirais, par rapport à Second Life, très honnêtement, c'est vrai que c'est exactement la même chose. Donc, au niveau interaction, tu vois, c'est un jeu, c'est un MMO sans combat, quoi. Enfin, je veux dire, il y a rien d'extraordinaire non plus. Hein. Donc, je sais pas, voilà, bon. The Sandbox, il est plus marrant dans le sens où il est beaucoup plus joli. Il y a un côté, voilà, tu crées des assets, tu peux être... Peut-être que ça va marcher, peut-être que The Sandbox pourrait fonctionner. Après... C'est difficile à dire. Je pense que ça bénéficie énormément de tout le battage qu'il y a autour du métaverse, de tout le battage qu'il y a autour des NFT. Bon, regarde, on n'en parlerait pas si c'était pas dans le courant de ce qu'on aborde habituellement dans le café. Au sommet de leur hype et bon, je pense que effectivement ça va forcément baisser. Je veux dire, la hype elle-même va baisser. Après, ça veut pas dire que les NFT vont disparaître, bien sûr. Bien sûr. Ça, ils vont être adoptés. Il y a des jeux qui vont les utiliser au fur et à mesure. Et tant mieux d'ailleurs. Par contre, s'il y a des usages intelligents, je vais pas dire voilà, Sandbox va mourir dans 2 ans, j'en sais rien du tout. Peut-être. Clairement, il y a des plateformes qui seront plus là dans 5 ans, ça c'est sûr. Faire partie des premiers, c'est toujours un avantage de toute façon. Donc je pense qu'il y a aussi cette course à être le premier qui recueillera l'engouement. Bon, cette course à être le premier, ça a été aussi l'esprit qu'il y avait derrière Clubhouse, que ce soit d'ailleurs sur la proposition de valeur ou pour les utilisateurs. Et oui, il y a de ça quelques mois, arrivait Clubhouse, c'est une espèce de réseau social qui vous promet toujours, hein, parce que c'est toujours actif, de converser avec d'autres personnes en live et en audio. Alors ça a été intégré dans d'autres réseaux sociaux. Il y a les Spaces maintenant de Twitter. Clairement, les usages sont retombés, Guillaume. Oui, alors c'est retombé, disons, surprise. Clubhouse va pas super bien. Donc il y a téléchargement en baisse de 90%, utilisateurs actifs en baisse de 80%. C'est un peu devenu le prototype du succès pandémique quand même. Hein. Donc il faisait tous les gros titres, hein, il y a un an, souvenez-vous, hein, Clubhouse. Aujourd'hui, il a largement perdu sa singularité aussi, hein, puisque c'est devenu une fonction comme une autre sur les autres réseaux sociaux. Et puis comme tout le monde, Clubhouse se débattre aussi avec des problèmes de modération sévères. Parce que modérer en différé, c'est manifestement déjà pas de la tarte, hein, si on en croit les performances plutôt modestes des concurrents en la matière. Mais modérer en direct, c'est l'enfer. Il faudrait une personne par room en fait, hein, pour vérifier que tout se passe bien. Autant vous dire qu'on en est loin et que donc les drama rooms sont légion, donc c'est des salles de discussion avec des sujets controversés, où les gens viennent pour s'amuser ou se foutre sur la gueule, ou les deux, qui traitent de trucs comme QAnon, comme le courage de Kyle Rittenhouse, comme faire les épisodes précédents si vous voyez pas qui c'est. Bon voilà, ou on recommande des antiparasitaires contre le Covid, parce que les vaccins ça donne l'autisme, c'est bien connu. Bon, le plus drôle, c'est que comme sur Facebook, ces salons sont pas difficiles à trouver. En fait, ils sont recommandés par l'appli, tout simplement. L'histoire se répète. De toute façon, le business model de Clubhouse n'a jamais été évident, parce qu'après tout, c'est du live, et par essence, donc rien n'est enregistré en plus. Hein. Une fois passé, le contenu disparaît, à jamais. Donc il n'y a pas de référencement, pas de valorisation possible sur la durée, c'est pas si vendeur que ça. D'autant que la plateforme audio live n'est pas donnée à tout le monde, tu vois, la performance audio live, je veux dire, c'est pas évident, c'est un travail particulier. Pourquoi se donner du mal, alors qu'il y a peu d'annonceurs qui voient le moindre intérêt à Clubhouse? Heureusement pour lui, il est pas trop dans la panade parce qu'il avait levé beaucoup d'argent durant la période faste. Il en conserve encore un bon paquet, parce que c'est pas un business qui est si cher à faire tourner en fait, c'est que de l'audio. Donc ils peuvent se réinventer, et d'ailleurs je serais à moitié surpris s'ils décidaient finalement de permettre le stockage des discussions, ce qui ferait d'eux tout simplement une plateforme de podcast. Oui, c'est vrai, t'as raison, ça avait été dessiné hein, d'ailleurs par certains. Je pense que c'est aussi effectivement l'archétype du confinement, et une fois que tu reviens à une vie normale, que tu n'as plus à passer ton temps forcément chez toi en télétravail, et que les autres non plus à passer leur temps en télétravail, mais que tu es obligé d'avoir une vie normale, forcément ça laisse moins de possibilités d'utiliser un Clubhouse. Allez, on va faire un petit tour du côté de l'Australie qui évolue une nouvelle fois avec une proposition assez forte au sujet des réseaux sociaux. Ils commencent à nous habituer maintenant à leurs décisions assez fortes. Ça avait été le cas aussi pour la mise en avant de la presse. Alors, qu'est-ce qui a été décidé en Australie, Guillaume ?
Oui, bah écoute, les trolls australiens tremblent, qu'on pourrait dire si on aimait vraiment beaucoup les allitérations. Le Premier ministre australien s'exprime en ces termes. Attention, troll anonyme, vous serez démasqué, vous devrez assumer ce que vous dites. Et attention, Big Tech, levez le bouclier de l'anonymat ou assumez ce que vous publiez. Donc le deal est clair, si quelqu'un poste un contenu diffamatoire, soit les plateformes balancent le nom de celui qui l'a écrit, pour qu'il soit poursuivi, soit c'est elles-mêmes qui seront poursuivies. Donc pour l'instant, on est dans le pur déclaratif, rassurez-vous, comme les big tech peuvent se rassurer. Un brouillon de loi devrait arriver pour qu'on sache à quel point ça va être impossible à faire appliquer, parce que ce projet va totalement à l'encontre de la loi américaine et aussi de la loi australienne, dans une certaine mesure, puisqu'un autre projet de loi promet l'inverse, c'est-à-dire de protéger les éditeurs australiens du contenu diffamatoire qui est posté sur leur page Facebook ou autre. Donc pour le moment, rien de précis, il faut pas oublier quand même que la loi australienne, effectivement, comme tu l'as dit, a déjà fait plier les GAFAM, c'était l'histoire de la rémunération des contenus journalistiques. Alors, écoute, si le gouvernement réussit encore, ce qui sera assez rigolo, c'est que l'Australie, en fait, serait venue à bout de l'anonymat en ligne, quelque part, et donc serait devenue un petit peu plus comme la Chine. C'est quand même une grosse ironie après la Corocus. Effectivement. C'est pas dit qu'ils arrivent clairement à leur fin, c'est pas parce qu'ils sont parvenus à leur fin sur un certain nombre de sujets, notamment la presse, d'une certaine manière, qu'ils y parviendront là. Ça me paraît effectivement très difficile à appliquer, mais bon. On parlait du Metaverse, Guillaume. Je me dis qu'il y a un endroit, tu m'as aidé à me l'imaginer, il y a un endroit qui pourrait très très bien représenter une alternative à notre réalité, qui serait à la fois la nôtre, mais à la fois différent. C'est un continent qui est probablement pas assez exploité aujourd'hui, ou peut-être déjà trop, c'est l'Antarctique. Oui, pour l'instant, quel est l'endroit le plus peinard de la Terre, à l'abri des trolls et des tentations du Metaverse ultra-capitaliste 3.0 c'est... La Creuse. Oui, la Creuse et l'Antarctique. Qui n'a pas de connexion internet. Donc pareil, enfin seulement une connexion satellite à Juste l'Antarctique, la Creuse, j'imagine que vous avez une connexion internet. Si vous nous écoutez depuis la Creuse, on vous salue. J'espère. Mais n'empêche qu'en France aussi, il y a beaucoup de zones quand même où les connexions internet, c'est pas ça. Et j'en sais quelque chose. Ma famille, enfin une partie de ma famille est dans une zone qui est pas forcément non plus très très éloignée, mais qui est quand même à la campagne. Et elle se profite toujours d'une connexion ADSL vraiment pourrave. Mais bon. Mais ce qui est un enfer au quotidien, parce qu'au-delà de pas pouvoir facilement se connecter à Netflix, qui est un divertissement, ça peut être frustrant, mais il y a tellement de services en ligne aujourd'hui qui dépendent d'une connexion et tu peux être vite frustré, mais bon. Mais bon, pour l'Antarctique, en tout cas, la Creuse, je sais pas, pour l'Antarctique, et ni pour moi, ni pour mes parents, mais bon, pour l'Antarctique, ça pourrait changer, puisque la NSF, la National Science Foundation américaine, réfléchit sérieusement à tirer un gros câble de fibre optique jusque là-bas. Et oui, elle atterrirait sur la station McMurdo, donc un endroit plutôt occupé, en fait, puisqu'il y a parfois un bon millier de personnes en été. Bon, en plus, évidemment, ça va faire entrer les stations dans les délices du 21e siècle, n'est-ce pas? Mais le câble pourrait aussi être équipé de senseurs acoustiques, qui pourraient donc monitorer en continu la pression et la température de l'océan Arctique, comme ça au passage. Bon, donc évidemment, les scientifiques sont tout excités. Évidemment, tu penses. À eux, les Instagrammeuses. À eux, les gifs animés en NFT. Et puis bon, aussi, fini les résultats de mesure stockés sur disque dur pour être ramenés en poids et en volume directement au labo US parce que tu peux pas les uploader. Tu as fini les pièces jointes qui mettent plusieurs minutes à se charger. C'est quand même cool. La fibre révélerait la voix même au streaming en temps réel des résultats d'expérience. Wow. Ça donnerait presque envie de massivement déménager en Antarctique. Écoute, elle rapprocherait l'Antarctique littéralement du reste du monde. On pourrait faire des live Twitch avec des pingouins. Et oui, et je pense que c'est le sens de l'histoire. Oui, probablement. Bon, c'est pas encore fait, les pingouins peuvent dormir encore tranquilles quelques années, mais bon, ils sont en danger. Je sais pas dans quelle mesure on doit vraiment se réjouir de ça finalement, parce que, mais bon, ce pauvre continent qui n'avait rien demandé, qui était relativement calme, qui se fait réchauffer à vitesse grand V et qui en plus se prend l'arrivée d'Internet. Allez, une petite info plutôt ironique, ma foi, en matière de traitement des infox sur les réseaux sociaux et par Google, Guillaume. Ouais, pour conclure cette section d'expérience sociale, c'est un petit peu tout ça. Il y a un article du MIT Technology Review qui est long, mais qui est vraiment très bien fait, qui montre en détail l'étendue du problème de la désinformation sur Facebook et Google, qui non seulement amplifie et diffuse massivement ce truc-là, mais qui en plus le finance. Donc il y a par exemple Instant Articles, c'est un truc sur Facebook, donc ça a été vendu comme un moyen de charger les contenus plus rapidement.
C'est une fonctionnalité effectivement qui remaquettait la manière dont les articles étaient chargés quand tu cliquais sur un lien depuis Facebook, et c'était optimisé mobile, super léger. Ça a fait penser un petit peu à AMP d'ailleurs, hein, de Google. Donc, tout à fait. Et en fait, c'est un moyen d'empêcher que vous alliez voir un lien sur le web, parce que sur le web, Google en général contrôle la régie pub, alors qu'avec Instant Articles, vous restez sur Facebook où c'est lui qui contrôle la régie pub. Et bon, opter pour le programme Instant Articles et Audience Networks pour monétiser les articles avec de la pub Facebook, ben ça rapporte pas mal. Surtout que Facebook effectue zéro contrôle, ni sur la qualité ou la véracité des articles, ni même sur le plagiat ou sur le clonage de contenu. En fait, c'est même le contraire, hein, parce que si tu postes la même soupe 3 fois, ben t'auras plus d'audience et donc plus de revenus. Et bien évidemment, il en fallait pas plus pour créer une industrie de putaclic sur Facebook. Alors en Occident, le phénomène est moins flagrant parce que les grands médias n'ont aucun intérêt à jouer le jeu, mais c'est différent dans les pays du Sud. Hein. Facebook payait plusieurs milliards aux créateurs de contenu dans le cadre d'Audience Network en 2019. Et il y en a une large part de tout ça qui sont des putaclics. Et comme plus un contenu est controversé, plus il est viral, ces éditeurs ont tout fait pour avoir le plus d'audience sans se soucier le moins du monde des conséquences, qui peuvent être tragiques, hein, comme au Myanmar, où Facebook est synonyme d'internet, hein, carrément, et où l'infox a abouti à des massacres et des déplacements massifs de population. Il faut voir qu'en 2015, au Myanmar, 6 des 10 articles les plus lus sur Facebook, c'est des grands médias, des médias légitimes, des sources légitimes. En 2018, il n'y en avait plus aucun, tout simplement. Et Facebook, la même année, payait 1,8 milliard de dollars via Audience Networks. Hein. Donc, Facebook a financé en partie tout ça. Et Google aussi, via Google Ads. Facebook savait également qu'il y avait un problème dès 2019, mais ça n'a rien changé à l'histoire. En 2020, environ 60% des domaines qui participaient à Instant Articles, c'était de l'info ou du plagiat. C'était de l'infox, ou du plagiat. Mais ça n'a rien arrêté, en fait. Hein. Facebook a mis en place d'autres plateformes, comme AdBreaks pour les vidéos, Stream Ads pour IGTV, et du coup, les usines à clics se multiplient. Encore plus sur Instagram, elles créent des vidéos maintenant, et tout est automatisé. Et Google est pas plus propre, hein, puisque AdSense encourage la même chose sur YouTube. Et on a déjà parlé aussi d'ailleurs dans la manière dont AdSense est détourné, soit pour l'infox, soit carrément pour l'escroquerie. Et puis les fermes à clics utilisent souvent les deux plateformes à la fois parce qu'elles sont payées par les deux comme ça, pourquoi se priver? Donc l'enquête du MIT Technology Review a des chiffres pour compléter le tableau, hein, c'est assez édifiant. Donc voilà, le bon vieux spam à papa dans la boîte mail, ça semble quand même bien archaïque, alors que désormais, il existe des outils automatisés pour se faire payer directement par les grosses plateformes pour publier de la merde. C'est fantastique. Après, il n'y a pas que des acteurs uniquement intéressés par l'argent, puisqu'il y en a aussi qui ont des agendas politiques. Mais enfin, c'est quand même toujours sympa de se faire payer grassement pour démonter la réputation de ton concurrent. Ouais, c'est sûr que c'est grassement payé. Je trouve que l'article MIT Technology Review est très bien fait au passage. Alors c'est vrai que tu as raison, il est assez long. Une petite mention aussi, c'est accessoire, mais ça mérite d'être souligné sur les maquettes de ce type de site. Il y a le New York Times aussi, le Washington Post qui font des travaux d'éditorialisation de leur contenu. C'est très cool, ouais. Les petites animations qui sont pas que là pour faire joli, mais qui sont là aussi pour apporter de la pédagogie par rapport à du contenu texte qui est juste à côté. C'est très bien fait au passage, et je trouve que ça se prête bien à cette information justement, parce que comme ça, c'est vrai que si on prend l'info au départ de se dire Facebook paye pour avoir de l'infox, tu te dis il y a quand même un petit raccourci dans l'histoire, et en fait c'est très très bien expliqué dans l'article effectivement. On va passer à une section que tu as savamment, Guillaume, intitulée modélisme. On va parler modélisation, calcul autour de la modélisation. Tu vas commencer à identifier le travail qui est fait sur la restitution des visages, Guillaume. Ouais, bah oui, les visages, c'est un truc, on en parle beaucoup, d'ailleurs, depuis le temps, vous connaissez sans doute ce site This Person Does Not Exist, qui génère des faux visages plus vrais que nature. Bah, il existe désormais un site simple, qui vous met au défi de différencier des visages artificiels, créés par ce truc-là, de visages réels. J'ai essayé, et franchement, je suis vraiment très très fort. Moi aussi, j'ai joué. T'as joué. J'ai eu une erreur, mais vraiment, j'avais pas fait attention. Ah, mais c'est ça. Non, alors honnêtement, c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça. Je le prends pas mal, mais c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça, parce que il faut regarder déjà les dents. Déjà, quand tu regardes les dents, t'as une chance sur deux. Alors, tu vois, chacun son truc. Mais moi, je trouve que le jeu est trop facile en fait, parce que aussi sophistiquées que soient les productions de This Person Does Not Exist, elles sont toutes très stéréotypées. Si tu vois une photo d'une jeune japonaise blonde avec une mèche rouge et derrière elle des silhouettes de gens flous, mais quand même reconnaissables, c'est évident que c'est pas une production artificielle. Ça m'est arrivé, hein, c'est un vrai exemple. Parce qu'en face, ce que tu vas avoir, c'est un visage certes réaliste, mais tu vas avoir un fond flou, sans aucun détail distinct,
tu vas avoir des visages sans inventivité, c'est-à-dire tu vas pas avoir des mèches rouges, tu vas pas avoir des asiatiques blonds, pas de cadrage originaux, pas de contre-plongée, tu vas avoir des clichés stéréotypés, un petit peu toujours les mêmes. Et puis bon, évidemment après, comme tu dis, il y a aussi toujours des petits détails qui clochent, des boucles d'oreilles qui se font dans le décor, des cheveux un petit peu trop flous. Bon. Des mutants aussi, hein, des mutants qui posent le morceau de leur tête sur l'épaule. Oui, parfois il y a des trucs horribles, c'est vrai, mais bon, en général, c'est vrai que c'est plutôt comme ça, c'est plutôt par les détails. En fait, ce site s'appelle Which Face is Real, et c'est plutôt rassurant finalement, dès qu'on a compris le truc, parce que voilà, je pense que d'un point de vue éducatif, c'est utile, ça montre que bon, voilà, il faut faire attention, mais bon, on peut quand même différencier. Alors, ça veut pas là dire où le jeu serait un peu plus sympa quelque part et un peu plus challengeant, c'est si on nous mettait un timing vraiment très court, tu sais, tu devrais te prononcer très très vite. Je pense qu'on se ferait très très vite avoir. Quand même. Ce serait plus difficile, sans doute, effectivement. Après, ça veut pas dire que le deep learning, même si pour l'instant il est pas au niveau où c'est vraiment impossible à différencier, il veut dire qu'il peut pas progresser et aider déjà à représenter des visages extrêmement réalistes et pas qu'en 2D, puisqu'il y a une boîte qui s'appelle Ziva Dynamics, qui est un studio d'effets spéciaux qui n'est pas basé dans le 9.3, je sais à quoi tu penses. C'est marrant parce que quand je lisais les notes d'émission, j'avais pas tilté, mais quand tu le prononces, effectivement. Ziva, bon. Et donc, c'est un studio d'effets spéciaux qui propose en bêta-test pour l'instant un truc qui s'appelle ZRT Face Trainer. C'est un outil qui permet de transformer un scan en 3D de ta tête, donc voilà, un maillage en 3D, en une espèce de marionnette capable d'adopter toutes les expressions faciales possibles, ou quasiment, hein, et ça avec un réalisme vraiment bluffant. Alors évidemment, il faut voir la vidéo, n'hésitez pas à aller voir dans le lien, dans les notes de l'émission, c'est un truc qui est fait en temps réel sur Unreal Engine 5, vous envoyez votre maillage dans le cloud, donc il est utilisé pour entraîner un modèle d'apprentissage machine qui peut produire jusqu'à 72 000 expressions faciales différentes. Tout ça est distillé dans un runtime qui est assez léger et c'est intégrable dans un jeu vidéo sans problème, ce genre de truc. Donc c'est vraiment très très impressionnant, c'est très très prometteur. Une belle bibliothèque. Google qui s'améliore sur la détection de problèmes de santé avec des résultats plutôt performants. Alors je suis toujours un petit peu sceptique moi sur ce type d'annonce. Là, il semblerait que ça t'ait tapé dans l'œil, Guillaume. Oh là là, mais complètement. Alors c'est vrai que le glaucome, c'est malheureusement assez courant quand même. C'est quand la pression de l'œil est trop forte et que ça comprime le nerf optique. C'est pour ça que les ophtalmos contrôlent la pression régulièrement. C'est particulièrement vrai à l'âge de 60 ans, mais c'est aussi vrai pour les plus jeunes, surtout pour si vous êtes myope d'ailleurs. Mais bon, pour ça, il faut trouver un ophtalmo, hein, donc et c'est pas évident. Il n'y a pas besoin d'imaginer un pays lointain, là, hein, parce qu'en France déjà c'est un an d'attente, donc bon. Oh oui, clairement. Ouais. Voilà. Mais bon, bref, le glaucome perturbe aussi la manière dont la pupille réagit à la lumière, et donc il y a des chercheurs de Melbourne. Alors, du coup, je crois que je me suis peut-être planté. Je suis pas sûr que ce soit les mecs de Google. Faudra vérifier, mais bon. En tous les cas, voilà, ces chercheurs de Melbourne qui ont créé un algorithme qui vous observe, vous focalisez sur un point en fait pendant un petit moment, et ils observent très attentivement les mouvements de la pupille. Et en fait, en rien qu'en faisant ça, ils arrivent à la même précision que des tests plus longs et beaucoup plus contraignants en seulement 10 secondes, avec un appareillage très peu cher. Bon, c'est encore un système de tracking visuel spécifique, mais c'est quand même pas si cher que ça, et il y a de quoi démocratiser quand même déjà fortement le diagnostic du glaucome, qui un jour va savoir peut-être prendre 10 secondes avec juste une app sur téléphone, et c'est très important, on sait que c'est quand même une bonne prévalence du glaucome malheureusement. Effectivement, je vois pas l'occurrence de Google dans l'article. Non, c'est moi qui me suis trompé dans les notes. Mais j'imagine qu'ils pourraient très très bien être des acteurs qui proposeraient ce type de solution, ça c'est clair. Bon, tu vas nous parler de quelque chose d'assez antinomique. Est-ce qu'on se serait pas trompé, Guillaume, en disant que l'avenir était dans le big data, dans la grosse quantité de données? Je vois de plus en plus d'articles passer autour de moi qui disent que il faudrait capitaliser sur des petites quantités de données. Alors je te cache pas que avec l'éducation dont tu as fait preuve autour du fonctionnement de l'intelligence artificielle, j'ai besoin de comprendre en quoi est-ce que la quantité de données pourrait se réduire pour avoir d'aussi bons et peut-être de meilleurs résultats avec l'intelligence artificielle. Ben ouais, c'est le small data. Alors c'est vrai que c'est un article que tu avais via une autre source que tu avais mis à mon attention, que tu avais apporté à mon attention. Et c'est vrai que c'est intéressant à voir parce que c'est vrai que la taille compte. Hein, faut se le dire, la taille compte. Oui, oui. Bah oui, les super gros modèles, ça demande quand même des super gros volumes de données et c'est quand même super chiant. Et puis des fois, on n'en a pas assez des données. Parce que faire des gros ensembles propres de données comme ça pour entraîner les trucs, c'est long, c'est cher, c'est lourd, parfois c'est pas possible carrément. Supposons que vous étudiez un phénomène rare. Les données sont rares. Ou que tu parles une langue avec, il n'y a pas des masses de locuteurs. Pareil, c'est difficile. Alors heureusement, il existe parfois des solutions qui s'appuient sur le big data, justement,
malgré tout. En fait, un des espoirs de démocratiser efficacement les modèles de langage, les modèles d'apprentissage machine en général, et de les amortir aussi, les gros modèles, c'est ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage. Donc le principe, il est pas très compliqué en fait. On entraîne dans un premier temps un très gros modèle sur une tâche assez généraliste. Donc, par exemple, le truc de reconnaissance optique, qui reconnaît des trucs dans les images, on l'entraîne sur le maximum d'images possibles. Et une fois qu'il marche bien, on le prend entre quatre yeux et on le surentraîne sur un autre volume de données plus petit et plus spécifique. Par exemple, reconnaître des reins. Oui, les reins, c'est pas même pas ça au hasard, c'est un véritable exemple en fait. Et bon, alors qu'il serait impensable de faire un modèle qui reconnaisse un rein dans une image ultrasonique avec seulement 45 exemples, c'est possible si on entraîne un modèle qui sait déjà classer les images, si tu le surentraînes en faisant des réglages fins sur les images de rein, sur ces 45 images de rein. En fait, c'est vrai que c'est plus un réglage fin du modèle qu'un entraînement complet, mais c'est un peu la même idée. Donc on part de modèles généraux et leur spécialisation est beaucoup moins coûteuse que de faire un modèle spécialisé à partir de zéro. Et c'est tellement efficace que c'est même un domaine qui est en plein essor en fait, et qui est appliqué à tout un tas de domaines. D'ailleurs, alors, c'est la détection de cancer spécifique par exemple, ou le filtrage du spam. Et ça va encore s'accélérer beaucoup dans les années à venir. Alors, évidemment, ça marche pas à tous les coups, voilà. Mais même si vous avez un ensemble de données qui est pas énorme, il faut pas désespérer parce que parfois il y a des modèles généralistes qui peuvent quand même aider. Tant mieux parce que j'avais effectivement intégré le fait qu'il pouvait y avoir un manque de démocratie quelque part sur le traitement de l'image ou d'équité parce qu'il n'y avait pas assez de quantité de données sur un sujet donné. Bon, bah écoute, c'est bien de voir que on va pouvoir évoluer sur cet aspect-là. On va conclure cette rubrique, Guillaume, avec du gros calcul. On aime bien parler gros calcul de temps en temps. Mais oui, on finit en parlant encore un petit peu de l'exascale qui devient un enjeu de prestige national et de politique, au moins autant qu'un petit calcul scientifique. Et donc justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce top 500 des plus grosses machines ? Donc on va faire le top 5 pour aller plus vite, parce que top 500, c'est à moins que vous ayez la nuit, c'est un peu long. Il nous faudra quelques suppléments du week-end pour le faire. Oh bon, on va faire ça, tiens. On va faire des suppléments du week-end avec tous les 500. Donc, alors voilà, donc qui ont les plus grosses, parce que c'est ça, qui ont les plus grosses machines. Donc les plus grosses machines, les 5 plus grosses machines, la première c'est Fugaku, le japonais, avec 442 pétaflops. Après il y a Summit, l'américain, avec 148 pétaflops. Il y a Sierra, ou américain toujours, avec 94. Ensuite on a le Sunway Taiyo Lite avec 93 pétaflops et il est chinois. Et enfin on a Perlmutter, qui est encore américain, à 70 pétaflops. Et là pas mal de monde se demande pourquoi la Chine est pas au premier rang, parce que il semblerait qu'elle ait déjà dépassé ce stade avec un gros ordinateur Sunway qui lui a permis d'ailleurs de décrocher le prix Gordon Bell. Et en fait, cette machine dépasserait l'hexaflop, c'est-à-dire les 1000 pétaflops. Je rappelle que Fugaku n'est qu'à 442. Donc un hexaflop, c'est donc 1000 pétaflops, soit 1 million de teraflops, et tout ça en 64 bits. Donc pour vous donner une idée, une RTX 3090, c'est moins d'un teraflop en double précision. Même si c'est 36 en simple précision, c'est pas vraiment fait pour ça en fait. C'est plus fait pour faire des graphismes, mais quand on fait de la 3D, enfin des graphismes en 3D pour les jeux vidéo, ça sert à rien. La double précision, c'est vraiment un usage scientifique. Donc c'est vraiment beaucoup, évidemment, de calcul, et ça peut être très utile. Et les Chinois ont snobé le top 500, ils ont snobé l'INPAC aussi, le vénérable benchmark, et on a découvert qu'ils avaient passé l'hexascale, donc plus d'un hexaflop, je rappelle, avec une simulation de mécanique quantique. D'après le papier, ce serait un hexascale en simple précision par contre. Donc traditionnellement, j'ai l'impression plutôt qu'on s'attache des calculs en double précision, ce serait peut-être pour ça que ça aurait été une première place disputée. Puis de toute façon, même si la Chine avait pris la première place du top 500, ça aurait été de courte durée, puisque El Capitan et Aurora arrivent et pèteront la barre des 2 hexaflops. Alors si on se demande même du coup si la Chine va revenir carrément et relever le gant pour le top 500, ou va faire un petit peu style, voilà, nous on fait de vraies simulations poilues et on se mesure pas le membre 2 fois par an en sous l'INPAC, comme vous faites vous. Voilà. Bon, ce serait un coup dur pour le top 500, puisqu'évidemment ce serait un gros concurrent qui part, mais bon. L'INPAC, donc l'INPAC en fait c'est de l'algèbre linéaire, donc c'est des calculs matriciels. Bon, c'est bien beau, mais en fait c'est juste un point de vue finalement, c'est une mesure parmi d'autres. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de deep learning, c'est un domaine qui a ses exigences particulières et qui bénéficie d'optimisation particulière aussi. Et en fait, si on prend en compte les capacités de calcul utiles pour les gros modèles d'intelligence artificielle et pas juste le calcul brutal en FP64, la barrière de l'hexascale, elle est déjà passée depuis un petit moment même. Et elle est même passée par Fugaku aussi, puisque Fugaku, donc, il est à 442 pétaflops, le japonais. Donc ça veut dire 0,4 hexaflops seulement en 64 bits.
Par contre, il est capable de calculer en 16 bits aussi, et ça suffit pour faire des modèles de deep learning. Et en 16 bits, qui est une précision très acceptable pour ce genre de domaine, il atteint les 2 exaflops déjà. Et c'est pas le seul, Summit aussi atteint les 1,4 exaflops. D'ailleurs, il y a des protocoles de tests différents qui se mettent en place pour mesurer les performances des machines sur ces tâches particulières. Et en fait, des machines hexaflopiques sont déjà en fonctionnement et au service de la recherche en intelligence artificielle. Donc c'est dingue, et ça va encore exploser dans les années à venir. C'est assez marrant à suivre quand même. Eh ben, encore une rubrique d'actualité qu'il faudra continuer à suivre ensemble dans Tech Café. Merci pour ces points d'attention, Guillaume. On va clore cet épisode de Tech Café avec une petite rubrique jeux vidéo. Bon, tu aimes Mass Effect, Guillaume, et j'ai l'impression que tu vas être plutôt intéressé par voir l'adaptation en série, si j'ai bien compris. Alors oui, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que, alors, et c'est ce que dit le créateur lui-même, enfin un des créateurs donc de David Geiler, qui a travaillé sur Dragon Age et Mass Effect aussi. Et lui, il est pas convaincu parce que, et c'est complètement vrai, c'est que finalement, Mass Effect, c'est un jeu de rôle, vraiment, dans le sens où le héros est très très générique. C'est vraiment une page blanche. Donc déjà, tu peux choisir son sexe, tu peux choisir son background, et après, tu peux choisir tu peux choisir vraiment ta voix à travers l'aventure. Et du coup, c'est un peu une page blanche que tu remplis toi, quoi. Donc, quand tu fais une série, évidemment, tu racontes l'histoire d'un personnage. Et en fait, ce personnage, dans Mass Effect, il n'existe pas vraiment. Parce que c'est toi qui le crée au fur et à mesure. Okay. Donc, il y a déjà un gros problème de ce côté-là. Et puis, un autre problème, c'est que Mass Effect, c'est aussi un jeu très riche et foisonnant où tu peux explorer énormément de sous-histoires. Une pour chaque compagnon, en fait, du jeu. Ce qui est juste impossible à faire sur une série où tu vas te concentrer sur la ligne principale, quoi. Du coup, il n'est pas complètement convaincu, évidemment, de ce genre d'adaptation. Je peux comprendre. Dans The Witcher, aussi, quelque part, tu fais tes choix et tu as des aventures différentes de Witcher 3. Tu peux avoir des fins différentes selon les quêtes que tu fais, que tu réussis, les choix que tu fais. Mais quand même, le personnage est écrit. Il y a une base littéraire énorme, tu vois, le personnage existe, l'univers existe autour, c'est vraiment... Mass Effect, c'est beaucoup moins le cas, donc ouais, il est pas complètement convaincu, et c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'il faut peut-être pas adapter en série. D'ailleurs, là, je suis en train de regarder Fondation, et je me dis que peut-être il fallait pas l'adapter en série. Ah, d'accord. Mais ok, bon, c'est dommage. C'est une autre histoire. Je suis tombé l'autre jour sur un contenu que regardait mon fils sur Netflix que je ne connaissais pas. C'est un monsieur qui se retrouve plongé dans un environnement sauvage et qui, en gros, doit faire des choix. Il se retrouve face à un loup, face à une falaise, etc. Et bon, il doit survivre, quoi. Probablement que vous êtes nombreux à connaître et que vous avez le nom qui vous vient tout de suite en tête. Moi, j'ai juste regardé, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est pas Minecraft. Mais j'ai trouvé... Non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment du surviving à l'américaine. Et j'ai été marqué de voir que mon fils choisissait la suite de l'histoire. Alors, c'était un livre dont vous êtes le héros, plutôt simplissime, parce que il devait juste faire les bons choix et grosso modo, s'il se plantait, ça revenait au début. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'à 5 ans, il devient expert en survie. C'est qu'à force qu'il y revienne au début, il sait quels sont les bons choix, non pas parce qu'il les comprend, mais parce qu'il sait que sinon ça le ramène au début. Mais simplement pour te dire que on avait parlé vaguement de ces fonctionnalités de choix dans Netflix, et je les ai vues intégrées donc dans un contenu que consultait mon fils, et je me dis que compte tenu de ce que tu décris de Mass Effect, que je ne connais évidemment que très peu, et l'enjeu qu'il y a incarner le personnage à faire des choix, ce qui serait génial, évidemment c'est probablement pas ce qui est prévu pour Amazon Prime Video, mais c'est de proposer une série qui soit un tout petit peu interactive et qui propose un minimum de choix et qui te propose des contenus différents en fonction des choix que tu fais, quoi. Le boulot qui a été fait sur Mass Effect pour rendre ça possible, il est démentiel. En série, ça serait absolument monstrueux, mais bon, ouais. Mais dans un futur lointain, peut-être, ça arrivera, on verra. On va parler un petit peu du DLSS. Donc, pour rappel, c'est ce procédé qui permet de faire tourner des jeux en faisant recalculer l'image grosso modo pour qu'elle soit de très bonne qualité sans perdre en fluidité. Et ça, c'est un petit peu l'apanage de certaines machines, mais ça pourrait arriver là sous Linux, Guillaume. Ben oui, ça arrive sous Linux via Proton 6.3. C'est 6.3.7. Et c'est un truc qui donc permet la prouesse quand même incroyable de jouer sous Linux à Age of Empires, Assassin's Creed ou Mafia 2 et tout ça avec du DLSS en plus dans DirectX 11 et 12. C'est quand même très très fort.
Ça permet évidemment, c'est très bien pour Steam, mais le DLSS ne concerne que les cartes Nvidia de toute façon, bien sûr, hein, donc ça ne concernera pas le Steam Deck, mais c'est quand même très très fort, donc pour autant toujours très fort. Il y a un autre truc aussi que j'ai vu passer, puisqu'on parle d'upsampling, puisque l'upsampling est à la mode, je sais pas, on s'est rendu compte là cette année, enfin ces 2 dernières années, que c'est rééchantillonner l'image d'une manière un peu propre, c'était bien utile. Est-ce que la crise des composants et la difficulté à trouver et à renouveler une carte graphique peut pas être une explication? Non, oui, une explication, je dis pas la seule. Non, pas complètement, mais c'est vrai que c'est quand même un bon truc. Après, c'est vrai que Nvidia a vraiment boosté le truc avec des LSS, et puis bon, voilà, maintenant il y a FSR, il y a NIS, et même le streaming, donc le jeu en streaming, comme avec xCloud par exemple, s'y met. C'est ça qui est marrant, c'est que bon, la qualité des... comment dire, c'est pour une raison un peu différente, parce que sur xCloud tu streams, donc tu streams, c'est-à-dire que tu compresses, et quand tu compresses tu perds des détails, hein, selon la qualité de la connexion ou la force de la compression, tu perds des détails. Donc il y a aussi cette problématique pour le streaming d'avoir des images très nettes, et c'est difficile d'avoir des images très nettes en fait avec un streaming standard. Et du coup xCloud développe un truc qui s'appelle Clarity, qui est un upscaler côté client. Donc c'est vraiment en fait, lorsque les images arrivent, elles sont upscalées tout simplement en fait, mais façon FSR, c'est-à-dire upscalées, mais elles restent assez nettes, parce que voilà, c'est des filtres qui vont bien, etc. Donc cet upscaler intelligent, il se fait uniquement pour l'instant sur Edge, donc ça c'est un problème, j'espère qu'évidemment ça va passer sur d'autres navigateurs, sinon c'est pas du jeu. Mais voilà, c'est pour dire que l'upscaling a aussi une bonne, même si vous jouez en streaming, c'est quand même aussi un truc qui peut être vraiment très utile. Il y a des comparatifs, hein, d'ailleurs je le dis parce qu'il y a des comparatifs avec et sans, et qu'il y a clairement un bénéfice à l'avoir. Ok, j'ai du mal à penser que ça puisse arriver sur d'autres navigateurs que Edge, mais bon, on verra. Ce sera dommage, franchement. Ouais, j'imagine. Ah bon. C'est la minute où on reparle des déboires de Blizzard Activision, Guillaume. Ouais, bon, assez rapidement, évidemment, Nintendo aussi s'est joint au concert de voix où il y avait déjà Microsoft et Sony pour dire qu'ils étaient perturbés, qu'ils étaient attristés, qu'ils étaient choqués du comportement d'Activision, et que ils allaient étudier la question sans jamais rien dire de précis, bien entendu. Pendant ce temps, on rappelle, hein, peut-être pour ceux qui connaîtraient pas le sujet, mais Bobby Kotick, qui est à la tête de la société, a eu, bon, on va pas les détailler, mais des clairement problématiques comme bonhomme, quoi. Alors Kotick et sa boîte en fait, hein, parce que ça partit de là en fait. Il y a des grosses accusations de harcèlement, de sexisme chez Blizzard qui sont sérieux, qui sont très sérieuses. Bobby Kotick et dans l'ensemble, en fait, voilà, il dépareille pas malheureusement sur le tableau, hein. Et donc, bon, il y a donc une pétition déjà qui circule contre lui pour son départ. Il y avait 1200 personnes qui l'avaient signé la semaine dernière, il y en a 1800 cette fois, donc c'est 17% ou 18% des 10 000 employés du groupe qui ont demandé le départ du PDG via une pétition nominative, donc c'est quand même assez significatif. Et bon, globalement, il a dit « Oui, peut-être que je pourrais quitter mon poste si la situation ne s'améliore pas rapidement. » Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Donc il a évoqué que peut-être il pourrait partir si vraiment c'était pas possible. Ils vont créer un comité d'excellence sur le lieu de travail. Bon, comment dire, c'est... voilà, pourquoi pas. Et ce qui est... alors bon, donc ça veut dire qu'en gros, Bobby évoque son départ. Après, il faut savoir aussi que si le conseil d'administration le lourde, il a un parachute doré, monumental. S'il s'en va de lui-même, je pense pas. Et donc, les motivations financières doivent être très différentes dans les deux cas de figure, si tu vois ce que je veux dire. Et bon, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le board le soutient aussi farouchement, parce qu'apparemment, ils le soutiennent toujours. Donc tout le monde, pour l'instant, critique, enfin tout le monde le condamne, enfin il n'y a pas grand monde qui fait quoi que ce soit, hein, on va dire, et d'ailleurs PlayStation, qui bien entendu s'est joint à Microsoft et Sony pour dire qu'ils étaient choqués, c'est pas de bol, hein. Juste Nintendo. après, ils se sont vus... Tu dis PlayStation, pardon, excuse-moi. Ouais, PlayStation, donc il a dit que pareil que Microsoft, évidemment, malheureusement, ils sont accusés eux aussi par une ancienne analyste sécurité informatique, qui donc ils se sont fait accuser de discrimination aussi, de sexisme au travail. Bon, c'est compliqué en ce moment, hein, franchement.
Ouais, quelque part, évidemment, on peut pas se satisfaire de tous ces problèmes. J'ai quand même l'impression qu'on peut quand même se satisfaire que de ces scandales ne restent pas tus en fait, et que ces problèmes, qu'ils soient avérés ou pas, quelle que soit leur dimension, puissent faire l'objet de relais et qu'on puisse en parler, qu'ils puissent faire l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et qu'il puisse y avoir des remises en question. Après tout, c'est une première étape qui est plutôt cool. Guillaume, il y a un point hyper important qu'on doit souligner si on parle de jeux vidéo. On nous a présenté Cyberpunk 2077 comme étant quand même un des fails magistraux en matière de lancement de jeux vidéo. Il y avait un épisode il y a pas très longtemps de Super Fail que j'écoute, qui est un podcast proposé par France Culture qui parlait du fail de ce jeu vidéo. Mais figure-toi, Guillaume, je sais pas si tu l'as vu, mais que les revues, les avis sont positifs enfin sur Steam. Bien sûr. Ben oui, parce que c'est toujours le problème à notre époque, si tu veux, qu'un jeu sorte dans un état lamentable, c'est pas pour ça qu'il sera pas jouable à un moment donné, puisqu'il est patché à tire-larigot. Cyberpunk 2077, il a littéralement vu des milliers de bugs corrigés, des dizaines et des dizaines de patchs sur patch sur patch. À un moment donné, c'est jouable, hein, c'est stable, c'est mieux, etc. Et donc du coup, sur PC, et sur Steam en particulier, les joueurs qui n'avaient pas joué encore parce qu'ils l'avaient pas acheté, parce qu'il coûte quand même 100 balles et qu'il avait quand même une super mauvaise réputation, ils l'ont acheté là à 30 balles parce qu'il était en solde et ils ont trouvé ça cool. Ben oui, parce que ils ont du coup un jeu qui est super énorme, super beau et bien fini. Donc ils sont contents tout simplement. Et oui, comme le dit CD Projekt, à un moment donné dans le temps, avec peut-être plusieurs reboots et plusieurs époques, Cyberpunk 77 va devenir un bon jeu, un jeu que les gens vont trouver sympa à jouer tout simplement. Alors ça sera pas forcément un jeu parfait ou un jeu culte, ça c'est à c'est à discuter, pas ici d'en discuter. Par contre, ce qui est clair, c'est que petit à petit va disparaître la flétrissure, si tu veux, de la sortie de Cyberpunk 77 qui est sorti dans un état lamentable. S'oublieront peut-être aussi un jour, mais ça sera plus difficile, les catastrophiques versions console, donc PS4 et Xbox One, qui elles par contre restent à éviter. Mais sur PS5 et sur PC, en 2022, Cyberpunk 2077, c'est un bon jeu. Et tu dis sur PS5 et sur PC, ça veut dire pour toi que les versions next-gen Series des consoles... Series X aussi. Et Series X, est-ce que tu penses que ça veut dire que les versions next-gen du jeu seront aussi satisfaisantes que la version PC quand elles sortiront? Bien sûr. Les versions PC ont été bien corrigées, la version PlayStation 5 et Series X donc vont mettre du temps à arriver, elles mettent du temps à arriver, clairement, mais elles vont reposer déjà sur la version PC. Et clairement, les PlayStation 5 et Xbox Series X étant beaucoup plus puissantes que les PS3 et 4, elles n'auront aucun problème à faire tourner une version de PC de bonne facture. Et du coup, bien sûr, ce seront de bonnes versions. Je suis persuadé que ça sera un jeu tout à fait admissible, enfin en tout cas très bien fini, correctement fini, quoi. Tu voulais souligner un dernier mot sur CD Projekt? Oui, sur puisqu'on parle de CD Projekt, Good Old Games qui édite Cyberpunk 2077. Exactement, et qui ont aussi un magasin de jeux vidéo, un magasin de jeux en ligne, et qui au début était plutôt orienté vers les jeux anciens, un petit peu vintage, on va dire, mais qui vendaient aussi, qui au fur et à mesure vendaient aussi des jeux modernes, et ça se passe pas très bien en fait. Good Old Games, donc GOG, et a des problèmes financiers, donc c'est un petit peu dommage. Ils vont se recentrer sur des sélections de jeux. Donc en fait, je pense qu'ils vont réduire leur catalogue, ils vont réduire la voilure. Il faut continuer à réduire le personnel, malheureusement aussi, j'ai l'impression, mais bon, voilà, ils vont essayer de survivre parce qu'apparemment ils perdent du fric sur GOG et c'est quand même dommage. On verra si ça permet de survivre ces actions. Merci beaucoup Guillaume pour cette grande revue d'ActuTech pour cette semaine. On va vous rappeler des incontournables. Déjà, avant de vous rappeler d'ailleurs ces incontournables, n'oubliez pas que vous pouvez retirer la pub du podcast et profiter du chapitrage des épisodes avec le flux privé qui est disponible sur Patreon, patreon.com/techcafé. Mais donc, les incontournables, c'est à commencer par toi Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Sur Cyberpunk en 2022.
Ah forcément, oui, sur ton PC, bien sûr. Merci beaucoup Guillaume. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Guillaume Vendée. Et puis de temps en temps, je vous l'avais dit sur Twitch, en particulier chaque dimanche soir dans les semaines à venir, twitch.tv/Guillaume Vendée. C'est assez rigolo de tester cette plateforme. Je suis pas sûr que j'y ferai ma vie, mais je trouve ça assez rigolo à tester. Rendez-vous en tout cas dimanche le 5 décembre à 20h pour suivre l'enregistrement de Relife, le podcast sur le développement personnel et l'amélioration du quotidien que je co-anime avec Matt, alias Prof du Web. On se retrouve très très vite dans un nouvel épisode de Tech Café. En attendant, passez une excellente semaine. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.